on mélange le fun dans tout ça, mais on est ici pour apprendre, on est ici pour devenir des meilleurs experts, on est ici pour bâtir aussi, contribuer à notre imaginaire de ce qui est le futur. On a vu avec Ariel à quel point, justement, de réfléchir, pas juste sur l'expérience du maintenant avec les outils qu'on a aujourd'hui, mais comment, en les utilisant différemment, on peut inventer le futur. Beaucoup d'entre vous ont eu la chance d'échanger avec, je t'espère, des nouvelles idées sur comment utiliser cette science-là de l'expérience utilisateur, non seulement sur la création d'expériences utilisateurs, mais sur la mesure et la capacité d'analyser les expériences et de comment intégrer ça chez vous dans vos organisations ou chez vous dans votre pratique de professionnel. Cet après-midi, on a un panel extraordinaire de gens que vous avez tous entendus ce matin, puis on a hâte de leur poser plein de questions. Et pour mener cet échange-là, on a une personne assez spéciale, laissez-moi vous dire. Jean-François, son day job, c'est ErgoWeb, cette agence de consultants qui accompagne les gens, les entreprises, les organisations dans la conception et la réflexion sur les expériences usagées, sur le design, sur les expériences utilisateurs, etc. Mais sa vie secrète, c'est celle de mener la troupe et le mouvement de tout le monde UX qui envahit comme ça partout les organisations, les gens, et qui sont des passionnés d'expérience d'utilisateurs, des gens de la communauté qui aident tout le monde. On l'applaudit bien fort, Jean-François, mesdames et messieurs. Il me semble que ça met la barre un peu haute avec la musique et la lumière qui flash. Bonjour tout le monde. Ben oui, aujourd'hui, on a un panel, puis je suis vraiment très honoré parce que j'ai des grands experts avec moi. Puis je vais les griller un peu parce que moi, je ne me considère pas aussi intelligent et accompli que les gens qui sont ici. Vraiment, sincèrement, c'est vraiment des grands experts. Christelle, déjà, grande admiration. Fait que, ils ont tous fait des super conférences aujourd'hui en plus. Donc, moi, je représente le petit peuple du UX. Puis on m'a demandé de parler du futur puis des tendances qui arrivent en 2019. Oui, je suis le petit peuple qui accomplit, qui fait le travail sur le terrain un peu, tu sais. Puis je me retrouve avec des problématiques souvent, puis j'imagine que si vous êtes consultant ou vous êtes dans des entreprises, vous y faites face souvent. Puis c'est un peu le pont que je veux faire entre les tendances qu'on fait face, que je trouve qui ont changé dans la dernière année, puis qui vont probablement changer encore plus en 2019. Le test. Le test qui arrive souvent, quand on fait une soumission à des clients, on fait « OK, bon, on va vous faire ça, on va vous arranger votre truc, on va faire de la conception, on va faire un peu de recherche en amont, puis à la fin, on va faire du test. Au milieu, on va faire du test. Ah, le client, pas sûr, j'ai probablement pas d'argent pour ça. » Puis, cette année, il y a des choses qui ont commencé à apparaître, puis l'année d'avant un petit peu aussi, le test en guérilla. On faisait beaucoup de tests en qualitatif, on pose des questions à nos utilisateurs, puis aujourd'hui, on a vu des technologies qui rentrent dans nos vies beaucoup en tant que praticien. Moi, je n'ai pas eu à l'utiliser encore formellement. Dans des grandes entreprises, j'ai vu que ça commençait à arriver, on commence à mesurer. Puis ma première question à mon panel, c'est un petit peu à ce niveau-là, puis on en a parlé un peu avant, puis ils vont nous faire des spécifications par rapport à ça. Alors, comment on introduit ça? Dans ce qu'en 2019, ça va devenir plus facile. Puis comment on fait rentrer dans cette habitude chez nos clients la différence entre le qualitatif et le quantitatif? Comment on donne de la valeur à ça maintenant qu'on est capable de le vendre comme quelque chose qui ne dure pas 3 mois, qui peut prendre 1 semaine, qu'on peut faire des tests rapides, qu'on peut les quantifier, on peut les qualifier, puis on retourne, puis on vient sur le terrain, puis on rentre dans un processus agile. Comment... Oui. Christelle! qui me pointe à Cynthia. Je pense que Sylvain est la meilleure personne pour vendre des tests. Bien, je peux parler un peu du... Je ne sais pas quel micro, là. Je vais prendre celui-là, OK? Effectivement, des tests quantitatifs, tout ce qu'on vous a montré jusqu'à aujourd'hui, ces tests-là, ça prend de l'équipement, ça prend un certain temps, mais je dirais, là, 2 ans seulement, arriver à des résultats comme ça, prenez n'importe quel projet qu'on a présenté, là, ça nous prenait 5 mois, c'était vraiment long là, de collecter la donnée avec tout l'équipement, puis ensuite arriver à faire quelque chose de simple pour faire comprendre aux dirigeants ou aux designers, voici ce prototype-là est meilleur que l'autre. Et on a travaillé très fort au lab pour streamliner ça. Donc, d'enrichir les tests, oui, mais aussi de les rendre plus rapides. Puis maintenant, on est capable de faire ça en 1 semaine. Donc, 2 premières journées, on collecte la donnée et le vendredi, on présente à notre partenaire les résultats du test. Fait que c'est possible.
mais ça prend tout un rodage, toute une équipe, là. Une connaissance, puis ouais. Mais comment vous pensez que vous allez l'intégrer donc à partir de maintenant, Ariel? Je sais, dans nos équipes à Deloitte, on fait beaucoup de recherches pour l'innovation et on dit toujours que le travail le plus dur quand on fait les tests quantitatifs, c'est avant le test. Mais pour les tests qualitatifs, tout le travail le plus dur, c'est après le test. C'est parce qu'avec les quantitatifs, il faut vraiment put all of the architecture in place perfectly pour que ça soit correct. Mais pour le qualitatif, c'est certes qu'on va trouver des choses qu'on n'a pas prévues, qu'il y aura des autres choses qu'il faut penser après le test, que le travail le plus long après ça, c'est avec le qualitatif. Donc, pour les clients, c'est difficile de gérer les expectations entre ces deux modes, parce qu'avant, with the quantitative, we have to ask for a lot more time before we start. And with a qualitative test, the client's always like, well, you did the test, shouldn't you know? And we're always bargaining for more time to fully kind of ingest what we saw. Tout à fait. Pardon. C'est sûr que chez Shopify, on fait des deux types de tests. On a beaucoup de data. On a des chercheurs de data, des data researchers. C'est en anglais. Hein? Pardon? On a aussi des data scientists qui sont un rôle un petit peu différent. On a aussi des chercheurs en UX qui font que de la recherche utilisateur. Et puis, même nos chercheurs en UX font et du qualitatif et du quantitatif. Donc, on a fait aussi de la biométrie. Et nous autres, souvent, ce qu'on dit, c'est de faire attention à quel type de test on fait à quel moment. Donc, le qualitatif seul ne va pas donner l'histoire complète non plus. Donc, ce n'est pas à travers 6 personnes, 6 utilisateurs, on ne va pas avoir l'ensemble de la situation. Mais de la même façon, le quantitatif ne nous donne pas la photo complète. Donc, le data nous dit certaines choses et on va aller trianguler ces données-là avec du qualitatif pour être certain qu'on est en train de dire la vraie chose. Donc, de remplir les trous du data avec le qualitatif, c'est là où ça devient le plus pertinent de notre point de vue. Puis au sujet de comment le vendre, maintenant qu'on peut le faire en peu de temps, nous, on travaille beaucoup avec la méthodologie de Design Sprint de Google Venture, qui fonctionne très, très bien, que je recommande. Mais il n'y a pas de problème quand vient le temps d'implémenter les tests qualitatifs et quantitatifs à travers cette méthodologie-là, tant et longtemps qu'on est honnête et candide sur notre niveau de confiance des résultats. Donc, si on présente des résultats qui n'ont pas eu le même niveau de rigidité derrière le processus, c'est simplement de le dire et d'être transparent à ce niveau-là. Puis c'est Christelle qui a amené le point tout à l'heure. Quand j'ai parlé de quantitatif avant le panel, tu m'as demandé le quantitatif, mais sous quelle forme? C'est le quantitatif dont on parle ici, qu'on est capable de quantifier l'humain, mais on peut quantifier l'humain dans le nombre. Puis comme chez vous, chez Shopify, vous avez des millions d'utilisateurs. Est-ce que le fait d'utiliser... Comment vous traitez cette partie-là? La quantification chez l'humain, c'est une chose. Après ça, quantification sur 5 millions d'humains. Quelle sorte d'espèce de biais ça amène aussi à vos conclusions? Vas-y, 5 millions fois 100 à peu près. Bien, c'est sûr que ça fait beaucoup de données à traiter. Il y a beaucoup de fausses données aussi dans tout ça, là. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et on a une équipe, notre équipe de data d'infrastructure, qui travaille constamment à nettoyer les données pour s'assurer que ce qui est là puisse être utilisable, puisse être consommable par les autres équipes. Donc, c'est sûr que ça nécessite une certaine quantité d'investissement pour présenter nos données à l'interne de façon consommable. Je ne sais pas si ça répond un peu. C'est une bonne réponse, puis ça va m'amener à l'intelligence artificielle là-dedans, parce que vous en traitez énormément. Tu voulais compléter sa réponse? Non, oui, je veux juste ajouter une chose. Moi, j'ai été des deux côtés de la clôture. J'ai été du côté du consultant qui essayait de vendre les tests à des entreprises. Il y a de cela jadis. Naguère, nous étions ensemble dans cette bataille. Donc, on essayait de vendre des tests à Desjardins, de vendre des tests à Banque nationale, de les convaincre du bien fondé de tester qualitativement, puis quantitativement éventuellement. Et donc, je sais un petit peu l'enjeu que ça représentait à l'époque. Là, maintenant, comme tu disais, Sylvain, c'est vrai que c'est plus facile parce que vous êtes capable de fournir à peu près au même prix que ce que nous autres, on proposait, des données beaucoup plus probantes et beaucoup plus rapidement. Donc, déjà là, je pense que l'argument de vente, il est vraiment inversé. Puis aussi, maintenant, je suis à l'intérieur, from within, donc à l'intérieur de l'entreprise qui a mis le design vraiment au centre
de ces approches. Et donc, nécessairement, du test, on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'il faut en faire. Le seul point important pour nous, c'est de trouver vraiment les bons moments et les bons, comment je pourrais dire, les bons beds là, pour installer le test et le faire de manière rigoureuse. On est une start-up. On a 2 ans d'existence, donc nécessairement, tous ces processus-là sont en train d'être mis en place à l'intérieur de l'entreprise, mais on va développer vraiment une approche de test organisée, structurée, rigoureuse. Et donc, j'ai juste du monde qui attend après moi, genre, qu'est-ce que t'attends? Mais c'est pas vraiment une question de convaincre qui que ce soit. Et je pense que c'est rendu comme ça, en tout cas, j'ose espérer que c'est rendu comme ça dans les entreprises qui ont vraiment, encore une fois, mis le design comme un facteur important de leur innovation. Je sais que chez Shopify, c'est le cas. Il y en a plein d'autres. Donc, au moins, au niveau de la tendance. J'ai une question pour toi. Vas-y. Ma contre-question étant, est-ce que tu arrives à des moments où est-ce qu'il y a trop de tests qui sont faits? Pas encore. Je peux dire, Est-ce que vous êtes en train de j'espère y dire arriver. que le département du UX est un frein à l'entreprise maintenant, tellement on est sollicité? Oui, bien, non, mais ça vient de là, ma Vas-y. question, honnêtement. Bien, nous, il y a eu un moment où il a fallu qu'on ait une certaine opinion parce que quand on est toujours capable, quand on a un département qui ne fait que des tests à l'interne, on est toujours capable d'avoir accès à ces tests-là. Donc, c'est facile de dire tout ce qu'on va développer, on va le tester avant, pendant, après, de toutes les façons possibles. Et puis, au final, ce qu'on réalise, c'est que ça freine toute l'innovation et que des fois, bien, de lancer le produit, on va apprendre beaucoup de ça. Donc, il a quand même fallu développer une certaine opinion à l'interne aussi de qu'est-ce qui mérite d'être développé puis d'être testé, qu'est-ce qui ne mérite pas de l'être. bon. I think in situations like that, it's really useful to, and I'm sure you do this, to take a principles-based approach where like you're only going to test the uncertainty, not test everything. And for the things where you're close enough to sure of the potential outcome to just hold the design team true to the principles that we've agreed on. And then it's more of a smoke test. You know, you don't actually have to put it through the usability lab or put it in the field. If everyone has fully ingested the principles of what the product and service stands for, then you're kind of avoiding a lot of useless testing. Because I've seen a lot of innovation teams go, but everything's up for grabs. And so people just start designing really outside of the templates or outside, really breaking the mold, which isn't necessarily a bad thing, but it does lead to a lot more excessive testing, I think. Yeah, je comprends aussi que je viens d'une place privilégiée où on est dans une situation qu'on a accès à beaucoup de ressources pour faire des tests. C'est pas le cas partout, donc je sais que c'est... Je chiale, mais je chiale pas, là. Vous êtes combien? Chez Shopify, en UX, l'équipe complète, je vais dire plus de 300, mais je ne sais pas exactement. Découragé, Christelle? Quand même. mais c'est l'exemple. Est-ce que tu considères que trop de UX, c'est un frein à l'innovation? Non, pas du tout. En fait, notre équipe de UX comprend des designers, des chercheurs, des stratèges de contenu et des UX developers qui sont à peu près répartis à 50% pour les designers et le reste séparé entre les trois. Non, en fait, nos équipes sont entièrement intégrées, multidisciplinaires. Donc, on a le UX dans chacune des équipes et on a un concept de développement qui croit que c'est important d'avoir le produit, le développement et le design, le UX. Comme on appelle ça un trifecta. Là, le core de l'équipe est toujours les trois ensemble. Donc, on s'assure que ce ne soit pas un frein, de la même façon qu'on peut surdévelopper quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Des gens qui font un refactor numéro 44, juste pour être sûr d'être au summum de l'optimisation. Ça existe dans toutes les disciplines. Je veux amener sur une question qu'on a couverte tout à l'heure sur le biais qu'on peut avoir quand on adresse énormément de data. Puis là, c'est là où je voulais te relancer la POC, Christelle. Dans l'intelligence artificielle, on en a parlé, on a fait un podcast entre-temps en arrière, puis on a parlé de ça, le biais qui peut être amené par l'humain dans les processus, dans l'algorithme. On a vu, je pense qu'il y a 2 ans, cette espèce de robot sur Twitter qui est devenu nazi à force d'être influencé dans certaines directions, qui était devenu nazi, raciste, un horrible bot qui a été obligé d'être débranché, parce que l'input de l'humain à l'intérieur de ces algorithmes-là, je simplifie, mais ils l'ont perverti. L'immense data comme ça, le biais que vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui est le danger qui nous guette aussi en 2019 au niveau du développement, au niveau des algorithmes? Bon, excusez-moi. Là, moi, je veux vraiment pas parler à travers mon chapeau. Je ne suis pas
une scientifique, je ne développe pas d'algorithme, je ne suis pas une statisticienne ou une mathématicienne. Donc, évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus connaissants. Mais ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que il faut qu'on soit constamment derrière les algorithmes parce que il faut constamment paramétrer, en fin de compte, l'évolution d'un algorithme pour être sûr qu'il ne commence pas à orienter vers un sens ou vers un autre sa prise de décision. Et donc, l'idée, c'est que ce que ça suggère, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un human in the loop présent, OK, pour justement interagir avec l'algorithme et puis l'aider à rester dans le domaine de ce qui est acceptable. Puis là, ce qu'on discutait après, c'était, OK, oui, mais comment on est sûr que le human in the loop, ben, il n'est pas justement raciste, nazi ou whatever. Donc là, il faut qu'il y ait un autre human ou bien un groupe de humans qui viennent s'interfacer derrière pour faire une espèce de gouvernance. Bon, mais à quelque part, c'est un peu vers ça, effectivement, qu'on est en train de s'en aller avec les travaux de recherche qui sont de plus en plus publiés autour de l'éthique, de la gouvernance de l'IA. Donc, mais c'est des bébites qui évoluent, c'est des bébites qui ne sont pas déterministes, c'est des bébites qui sont qu'il faut vraiment qu'on continue de regarder de près. Et même les gens qui les font, les algorithmes, nous le disent. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est importante de la part des designers aussi. C'est facile de se détacher de la responsabilité de ça en disant, ben moi je ne développe pas, mais en réalité, comme une boîte comme Element AI, a un chef de design parce qu'ils croient que c'est vraiment important, alors qu'ils font principalement de l'algorithme. Et d'un point de vue designer, c'est facile d'avoir accès à ces librairies de machine learning. Vous pouvez aller voir sur le site de Microsoft, pour les nommer. Il y a toutes les librairies de machine learning que vous pouvez utiliser. C'est super facile d'accès. Ils ont une interface. On n'a pas de raison de ne pas s'intéresser, de ne pas comprendre, de ne pas avoir une meilleure compréhension granulaire de comment ça fonctionne. Puis de la même façon, c'est important aussi qu'on développe une certaine littératie autour du biais qui vient de l'apprentissage par algorithme. Ça peut venir du data qui est incomplet. Donc, si on utilise seulement le data, par exemple, en ergonomie, pendant longtemps, le data qui était utilisé, c'était les gens dans l'armée qui étaient mesurés. Mais devinez quoi, les gens dans l'armée sont en bonne santé, généralement des hommes un peu jeunes. Donc, c'est sûr que si votre comptoir de cuisine est à une hauteur qui est un petit peu désagréable, c'est à cause de ça, parce qu'il y a tellement de défauts qui ont été faits de cette façon-là. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est une histoire de biais qui est causée par une collecte de données incomplète, mais après ça, le biais peut être aussi au niveau de la création de l'algorithme. Donc, l'algorithme sera toujours aussi biaisé que l'humain qui l'a créé. Et dernièrement, avec Amazon qui disait « on a enlevé un algorithme qui s'était appris lui-même à embaucher seulement à favoriser l'embauche d'hommes plutôt que l'embauche de femmes », même dans les médias, ça disait genre « la machine a appris par elle-même », mais soyons raisonnables. Quelqu'un a codé cet algorithme-là, a travaillé pendant 5 ans à l'améliorer, et c'est arrivé quand même. Le biais, oui, il a été développé par la machine, mais il y a des gens qui sont responsables de ça, puis il y a une prise de responsabilité qui est importante, à mon avis. I think there's a really good metaphor to cognitive psychology, where when we think about AI, we think that AI is immediately an adult, right? But when you think of humans, we know that the first 0 to 5 years of a human's development is the most important part of your brain development. That's when you learn to be socially conditioned, you learn what's right and wrong. You're constantly trained by your parents, for better or for worse, in different ways, depending on the parent, about not just working, right? And the algorithm is the neuron, and then the conditioning is the parenting, you know? And we don't think about AI as being needed to be raised, and that it needs a social construct and a society that surrounds it. And so we think about that a lot, like how do you raise an AI? And do you need to? And what is AI law? What is the social construct? Because even with adults, even adults can still be criminals, right? And there's a social fabric that if you do a criminal thing as an adult intelligence, you're going to be held accountable for it, right? And we haven't gotten ahead of what that means in the artificial intelligence space. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que dans les prochaines années, ce qu'on est en train de faire avec les algorithmes ou l'intelligence artificielle, on est en train d'interagir avec un enfant. On est en train de se donner confiance à nous-mêmes en tant que parents que l'enfant peut faire le travail. Donc, nous, en tant que designers, on doit considérer qu'on développe quelque chose en conséquence d'un enfant, qui doit être supervisé, qui doit être validé. Mais on peut aussi s'imaginer qu'à un moment donné, même si tu as mis un rouge sur le passage à l'intelligence complète,
ça pourrait arriver, ou du moins à un moment donné, il va y avoir une phase où on va aussi devoir considérer comme designer que cette confiance-là va être mise en place. Oui, je trouvais ça intéressant, l'élément d'élever un algorithme. Puis ça me faisait penser à ce que tu présentais, Christelle. Donc, tu sais, chaque bon algorithme a besoin de bons grands-parents. Donc, la bienveillance que tu mentionnais, pour être sûr qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Là. Ouais. C'est d'ailleurs dans le film, je pense 2010, où le Dr Chandra est un psychoéducateur d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autre comme tendance pour 2019 dans le domaine de la recherche ou dans l'UX, selon vous? Question qui tue. À part de devenir les psychoéducateurs de... Oui, à part de devenir un psychoéducateur ou commencer à s'entraîner ou à dire à nos enfants, deviens psychoéducateur en intelligence artificielle. Tous pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça pour les panélistes, d'ailleurs? Allez-y, les questions plus intéressantes. On a une audience timide. Est-ce qu'il y en a parmi vous, combien parmi vous dans l'assistance font des tests utilisateurs ou qui ont de la difficulté à les vendre ou que vous êtes consultant, vous avez de la difficulté à vendre vos tests? Une personne? Deux? Trois? Quand même? S'il y a du monde de Deloitte ou des compagnies comme ça, je pense que vous avez les mêmes difficultés, les mêmes douleurs. Là. Il y avait une question. Il y avait une question? Oui, la question. Oui? Merci. Donc, vous aviez donc votre graphique avec en haut la singularité barrée, puis je voulais savoir si ça excluait aussi toute forme d'anthropomorphisme du côté du AI. On se rappelle, mettons, des premiers chatbots, là, même s'ils sont en mode aujourd'hui avec Weizenbaum, et la métaphore de la thérapeute rogérien, qui est une espèce d'entrevue non dirigée. Les gens se sentaient, projetaient beaucoup d'humanité sous l'algorithme et se confiaient. Et lui était foncièrement en compte de cette façon de considérer l'intelligence artificielle, de se confier, de le prendre pour une humain, même si ça semblait avoir des résultats. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des résultats. Et je voulais savoir si vous avez une position par rapport à ça. C'est une super bonne question, merci. En fait, je vais retourner en 2002. Excusez-moi, ça donne mon âge. En 2002, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Nuance sur des interfaces vocales. Donc, on faisait de la reconnaissance vocale à l'époque et on développait ce qu'on appelait des voice portals. Alors, un voice portal, c'était ni plus ni moins que finalement une interface vocale à laquelle vous téléphoniez. Et c'était un site navigationnel qui offrait un certain nombre de services, mais basé seulement sur la navigation vocale. Et puis, on travaillait pour des clients qui, justement, voulaient absolument anthropomorphiser ces interfaces-là, c'est-à-dire qu'ils voulaient leur donner des caractères, des genres, des accents, un style social. Donc, par exemple, un client, pour ne pas le nommer, Virgin, vous avez demandé un voice portal avec une voix de petite jeune fille et puis très enjouée. Et puis, évidemment, il fallait voter sur le palmarès des meilleures chansons rock de la semaine, et puis là, etc. Et on avait fait des tests à ce moment-là. J'avais même monté un lab de tests chez Nuance, et puis on avait fait venir des gens, puis on leur avait fait tester l'interface. Et puis, ce qui en était ressorti, c'était que les gens ne comprenaient pas pourquoi. Eux autres, ils parlaient à une machine, comprends-tu? Ils ne comprenaient pas pourquoi on leur imposait d'avoir cette espèce de petite voix agaçante de petite jeune fille qui était là, toute excitée, énervée. Puis ils disaient, moi, regarde, si tu me fais juste me donner les options puis me dire ce que j'ai à faire, moi, être bien content. Tu sais. Puis c'est là que j'ai discuté avec justement des experts des interfaces vocales, puis qui m'ont dit qu'il y avait deux écoles de pensée, l'anthropomorphisation des interfaces et puis la mécanisation pure et simple. Justement, eux ne privilégiaient pas qu'on aille vers le choix de l'anthropomorphisation pour justement pas commencer à générer des attentes que l'interaction va se passer exactement comme un échange d'humain à humain, parce que c'est pas le cas. Et donc, de ne pas commencer à créer des attentes chez les gens que ça va être ça. Donc, chez Element AI, on est vraiment dans cette école de pensée-là, qu'on ne veut pas tomber dans l'anthropomorphisme, justement parce que
on n'a pas des interactions parfaites, on n'a pas des interactions qui sont capables d'identifier le sens d'une phrase, d'un mot qui a été donné, parce qu'un mot peut prendre de multiples sens, et puis tout dépend de la façon dont vous le dites, de l'expression faciale que vous prenez, du temps, etc. Donc ça, on ne veut pas tomber là-dedans. Donc on est vraiment dans une approche très mécanocentrique là, à ce niveau-là, puis on n'ira pas là-dedans tant que ça ne sera pas parfait. Est-ce que la solution à ce moment-là, c'est que l'intelligence artificielle s'effacer le plus possible dans notre vie pour être en bordure, c'est entre la machine et nous, pas d'écran, pas d'anthropomorphisme, purement des interactions qui sont de l'ordre de je veux détecter que tu as chaud, je t'ai envoyé un ventilateur dans le visage. Genre. Ouais. Peux-tu élaborer? Mais, Christelle, quand je pense aux objets connectés, là, tous les objets que les grandes entreprises nous vendent, ils ont tous l'air sympathiques. Il y a de l'anthropomorphisme là-dedans. Là. Ce n'est pas une boîte carrée, là. C'est quelque chose de rond, super sympathique. Je comprends que toi, vous n'allez pas dans cette direction-là, mais les géants de l'industrie s'en vont. Là. Ils veulent qu'on aime les objets avec lesquels on échange. Ce qui leur permet de nous écouter constamment, hein, parce qu'on les aime, on aime qu'ils soient là, puis ils nous écoutent constamment, puis nous, on ne veut pas tomber là-dedans. Mais mon exemple n'était pas anodin. Envoyer un ventilateur dans la face de quelqu'un, c'est tout ce qui fait la domotique en ce moment. Comment je mets l'intelligence artificielle au service de tout ce qui est mon environnement. Ça peut être la ville, ça peut être un bâtiment. Plus je rends mon bâtiment intelligent, plus ma ville va être intelligente. Mais pour y arriver, je cache derrière tout ça une immense intelligence, mais qui n'est pas obligatoirement obligé d'interagir avec un visage sur le mur ou un petit jouet sympathique. Mais si c'est des trucs utilitaires comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des belles bébelles. Mais si c'est des choses plus hédoniques, là, peut-être que l'échange, c'est plus que juste l'aspect utilitaire. Bien, on a fait beaucoup de travaux aussi avec, mais ça c'est dans une autre vie, je vois certains de mes collègues ici de chez JDE, avec un robot qui s'appelle Pepper. Puis, donc je ne sais pas si vous connaissez Pepper, c'est un petit robot qui fait à peu près 1,20 m, qui n'a aucune intelligence artificielle là-dedans. Là. C'est vraiment juste une affaire sur deux pattes qui est doté d'un certain vocabulaire et puis qui peut engager dans une conversation, reconnaître certains mots. Et donc, ben, c'est ça, ce robot-là, finalement, a priori, on voulait faire des tests pour voir s'il pouvait remplacer des gens dans l'expérience de magasinage. Donc, être là en boutique pour répondre à des questions et même fournir des informations sur, par exemple, la présence d'un article en inventaire, des choses comme ça. Puis, sincèrement, ça aurait pu être une tablette fixée au mur qui donne exactement la même information. Les gens n'auraient pas eu une moins bonne expérience. Il y a un moment donné où est-ce que tu veux avoir un service, tu veux que ça soit efficace et efficient, tu n'as pas nécessairement envie de t'engager dans une conversation avec un petit robot cute. Puis là, je ne dis pas ça parce que je suis contre les expériences hédoniques, comme tu dis. C'est juste que ça dépend du contexte. Bon, Pepper, il est très utile, par exemple, à la maison. Il peut faire, il peut être un robot qui donne un petit peu de service, genre te lire tes mails et puis te dire la météo, etc. Là, c'est le fun, tu sais. Mais quand tu le mets dans un contexte où les gens ont un besoin d'efficacité et d'efficience, pas nécessaire. À un moment donné, you need to go. It reminds me of the first time we tested products with you guys. Because when I first saw the measurements you guys could do at Tech3 Lab, and we were going to test government service products. So these are things describing old age security, CPP, all this stuff. And we got the results back, and I was so disappointed because I was like, but no one was happy. No one was happy when they went through it. And you assured me, you were like, well, that product wasn't intended for happiness. That product was intended for efficacy and neutrality. And I think that's a really big danger that we face as we combine consumerism with systems design, which is that we can chase pleasure, right? And the trade-off of chasing pleasure to drive engagement and conversions is that sometimes we forget to take care of the efficacy of the system itself. Like I think about the companion robots in Japan, where you have like a high-voiced girl who sits in a cage and waits for you to come home. And there's a lot of ways that we can choose to design technology to show up in our lives. And some of it's a matter of taste, but some of it's a matter of trade-offs, I think. Pour ajouter à ça, l'anthropomorphisme, c'est un outil de design. C'est pas on fait l'un ou l'autre, on peut faire tout
avec une portion d'anthropomorphie, on peut faire rien avec beaucoup d'anthropomorphie. Un toutou, c'est anthropomorphique et ça n'a aucune utilité autre que le réconfort. Donc, c'est vraiment un des outils de design qu'on peut utiliser, la façon qui en fait le plus de sens dans le but qui est recherché au niveau du design. Quand vient le temps de faire un outil pour être compagnon, on peut utiliser l'anthropomorphie pour augmenter l'engagement avec l'objet. Si on veut faire changer des habitudes, on peut utiliser l'anthropomorphie pour créer un attachement avec l'objet. Donc, c'est vraiment de l'utiliser à bon escient et de ne pas tromper l'utilisateur, d'assurer de rejoindre un certain niveau de confiance et de confort aussi, parce que ça rend certaines personnes inconfortables. Mais ça, c'est quelque chose qui évolue aussi. Et donc, une caméra de sécurité, ça a déjà été le summum de l'inconfort. Maintenant, il y en a plus, on est plus confortable avec ça. Donc, la même chose, on voit Her, qui, je pense, n'est pas nécessairement une vision impossible du futur, le film Her, mais pour y arriver, ça va prendre encore un certain niveau de sophistication. I think, and again, I'll be the anthropologist in the room, which is that I think when we are building the products that are all about company and filling that emotional void, I think there's a good challenging question to always ask yourself, which is, should I be designing this into tech, or should I be designing this into face-to-face organizations? And should I be focusing on the actual human experience instead of designing the replacement technology, right? Because we can design replacements, but I don't think it replaces this, you know? On en a parlé quand on a fait le podcast tout à l'heure. Est-ce que l'intelligence artificielle ou est-ce que l'ordinateur devient un remplaçant? Parce que c'est, tu l'as dit au début de ta conférence, les gens ont peur d'être remplacés par la machine, puis ça va être la tendance dans 2019 comme ça va l'être en 2020. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt créer des choses qui sont des extensions de nous, en fait, des espèces d'exosquelettes qui nous aident à aller plus vite, qui nous aident à être plus forts? Non, mais c'est Joe métaphore, c'est moi. Mais c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est un peu plus la tendance qu'il faut essayer de développer en tant que designer? Bien, en fait, nous, ce qu'on essaie de se donner comme mission, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle augmente le potentiel humain et non pas remplace l'humain. Donc, c'est vraiment ça notre mission. Et on essaie de mettre en place les pratiques, les outils qui vont nous permettre de garder ce cap-là. Si je peux ajouter le projet qu'Émilie a présenté tout à l'heure sur les systèmes de recommandation, à la fin, les participants, ce qu'ils disaient, c'est que oui, j'ai confiance en ce système-là qui ne me demande pas trop d'efforts puis qui est très transparent, etc. Mais je vais l'utiliser pour qu'il m'accompagne et non pas qu'il prenne les décisions à ma place. Donc, comme un conseiller qui est à côté, j'ai mon opinion, il va me donner son opinion, mais c'est moi qui prends la décision. Je ne vais pas sous-contracter ma décision à l'agent de recommandation juste parce que j'y fais confiance. Et c'est là où il faut faire attention au phénomène dont tu parlais. Notre temps est terminé, mais il faut faire attention au phénomène de la boîte noire pour éviter de prendre des décisions sans que l'utilisateur le voie de façon transparente. Bien, merci beaucoup. On est arrivé au bout de notre temps. Merci à tous. Merci.